Bien, bonjour à tous, bienvenue. Je vais faire une petite vérification avant de débuter. Je vois que les personnes sont encore en train de se connecter. Vous avez une caméra qui, chez moi, est en haut à gauche. Normalement, je l'ai mise en évidence et c'est là où nous allons avoir à la fois les slides et puis une partie des intervenants. Voilà, donc je vous invite à mettre cette caméra en plein écran, en tout cas en évidence. C'est ce que j'ai fait normalement. Ça devrait être la même chose chez vous. Voilà, si vous pouvez nous confirmer ça dans le chat. Tiens, on a une personne qui nous a envoyé, c'est parfait, merci beaucoup pour votre confirmation. On a une personne qui nous a envoyé son bot. Bon, on va voir comment. Ça te fait rire, Grégory? On va voir comment on réagit à ça. Ah, Moi aussi, je vais envoyer des bots à ma place pour faire des présentations. ça fait gagner du temps. Ah, je sais pas, l'avenir nous le dira. Exact. Eric Brianceau nous a rejoint. Bonjour Eric, merci de ta présence. Eric est la personne de l'ombre qui, avec Romain, organise ces web séminaires. Voilà, merci beaucoup. Je vous propose d'avancer dans ce sujet. Super, bon, je vois que c'est confirmé par tous. Je vous propose d'avancer dans le sujet. Aujourd'hui, on est ensemble pour à peu près 45 minutes. On va aborder Nice 2. Sachez que cette conférence en ligne fait partie d'une session beaucoup plus large, une session qui touche à la fois des aspects réglementaires comme Nice 2, mais également des aspects plus fonctionnels, opérationnels, tels que les solutions EZ et l'environnement des cybermenaces. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui ici, mais EZ a une vision sur les cybermenaces au niveau mondial qui est très large, 11 laboratoires, plus de 600 personnes dans les équipes techniques. On voit vraiment énormément d'activités. Et la dernière, et j'arrête sur ce sujet, la dernière, c'est une recherche qui a été menée par nos laboratoires, notamment la découverte d'attaques menées par un groupe aligné avec la Corée du Nord qui s'appelle Lazarus. Et ce groupe a mené en Europe plusieurs opérations de cyberespionnage qui visaient des sociétés dans l'économie et le manufacturing des drones. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous invite à consulter notre blog. Vous aurez plus de détails sur cette menace. Et ça nous fait une bonne introduction pour Nice 2. On est trois aujourd'hui pour cette présentation. Deux personnes de chez EZ, Grégory Ezrati, directeur du support et des services. Je laisserai te présenter au moment où on va arriver à notre échange à tous les deux. Et on a le plaisir d'avoir un invité aujourd'hui qui est Sébastien Garneau, qui est donc fondateur du Paris Cyber Summit et président de la Cyber Task Force. Et avec Sébastien, on va faire une première partie qui va permettre de dresser le bilan et les points d'étape de Nice 2. Bilan, on n'en est pas encore là, mais en tout cas les points d'étape. Et ces points d'étape sont d'autant plus importants qu'on est tous en attente de savoir comment on va être mangé avec Nice 2. Et voilà, je profite pour présenter Sébastien. Sébastien, bienvenue. Peux-tu, s'il te plaît, te présenter? Bonjour et merci de m'avoir. Oui, je suis Sébastien Garneau. Je m'occupe notamment de la Cyber Task Force et du Paris Cyber Summit, qui sont deux initiatives qui s'intéressent à la politique publique. Et donc, NIS 2, depuis maintenant 4 ans, est au cœur de nos sujets. Plus ou moins prégnant parce qu'il y a une question d'agenda, et je reviendrai dessus, mais merci de la passe décisive sur le groupe Lazarus, parce que finalement, Nice 2 et tout ce paquet législatif et réglementaire vise une chose, se prémunir de la menace, et cette menace, elle est à la fois mondiale, mais elle est criminelle et elle est étatique. Donc Lazarus fait partie des gens contre qui on va chercher à se défendre, et je vais vous proposer une intervention en 3 points. Ce qu'on a fait, euh, ce qu'on doit faire et ce qu'il faut faire. Voilà globalement comment je me propose d'apporter un peu d'informations, et encore merci de m'inviter aujourd'hui. Eh bien, Sébastien, allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Quelle est aujourd'hui
l'état des lieux sur Nice 2? Alors, déjà, rappelons que Nice 2 est un texte qui s'intéresse à la gouvernance et pas à la sécurité des systèmes uniquement. Et ça, c'est hyper important parce que c'est la grande nouveauté. On intègre dans la chaîne de sécurité, de cybersécurité, le facteur humain, les personnes et l'organisation. Aujourd'hui, on est un peu bloqué et je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui a été fait? Nice 2, ça démarre en 2022, 14 décembre. On a l'adoption d'une directive. Pour mémoire, une directive, c'est obligatoire dans les objectifs, mais ça laisse aux États membres la capacité de choisir les moyens. C'est la raison pour laquelle, typiquement, il y a une très, très grande différence entre Nice 2 en Belgique et Nice 2 en France. Et on pourra revenir sur ces problèmes de transposition nationale. 2022, adoption de la directive. Et puis en 2023, c'est l'entrée en vigueur au niveau européen de cette directive. C'est-à-dire que les États membres avaient un délai pour mettre en œuvre, prendre une loi, adopter une loi nationale qui permette au texte européen de s'appliquer. La France était en retard et elle l'est toujours et on va y arriver peu à peu. 14 décembre 2022, 16 janvier 2023, rien n'avait été fait au niveau français. 17 octobre 2024, c'est la date limite pour transposer la directive. Et l'année dernière, on avait justement le 17 octobre organisé une matinée de travail sur Nice 2 qui en fait est le démarrage de notre retard institutionnel. Ce qui est intéressant, hein, puisque si on a mis déjà 2 ans à se poser la question de savoir comment on allait faire, ça montre que le temps législatif n'est pas sur le temps de la menace et du temps de l'innovation. Et vous allez voir que globalement, pour mettre en œuvre un certain nombre d'obligations, on va prendre quasiment 5 à 6 ans. Prochaine date, dernière date, 17 janvier 2025, c'était le délai pour informer la Commission européenne des mesures nationales prises, toujours pas prises. Et 17 avril 2025, c'était le délai pour déposer la liste des entités essentielles et importantes qui étaient concernées. Tous ces délais ont volé en éclats et je vous explique pourquoi tout de suite. En France, et sans surprise, on a ce qu'on appelle une instabilité politique, ce que j'appelle plutôt une vivacité démocratique. On a des élections, on a des gouvernements qui changent et tout ça pose un problème de continuité dans la politique publique. Lorsque le Sénat a enfin reçu du gouvernement projet de loi, il a été décidé de faire une loi plus globale qui allait transposer 3 textes, Nice 2, la directive DORA et le règlement REC. Vous notez déjà qu'il y a des règlements et des directives, ce qui suppose que les dispositions vont être différentes puisque la nature des textes est différente. C'est un peu technique côté législatif, mais je vais essayer de pas trop jargonner. Donc, le projet de loi présenté en Conseil des ministres le 15 octobre 2024, soit 2 jours avant la date limite de mise en œuvre. Le 18 octobre, il y avait toujours rien. Et le 7 mai, la Commission européenne a adressé à la France un avis motivé pour non-notification complète, ce qui veut dire qu'on commence à être en procédure d'infraction. Donc, on est pris entre 2 mouvements. Un mouvement national qui n'arrive pas à adopter la loi et un mouvement européen qui n'a que faire de nos problèmes intérieurs et qui avance selon son propre agenda. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le texte est arrivé au Sénat, il a été adopté en juillet. Une fois que le Sénat a adopté le texte, il est parti à l'Assemblée nationale, il est arrivé en septembre, il a été pris en charge par le député Philippe Latombe, qui est le président de la commission, et Éric Bothorel a été le rapporteur général. Les auditions se sont menées, le texte a été adopté en commission, qui est le préalable à ce que ça arrive dans l'hémicycle, et désormais, on attend qu'il arrive dans l'hémicycle. Il avait été annoncé le 12 novembre, il a été repoussé le 18 novembre, sauf que le 18 novembre, c'est le jour du sommet souveraineté numérique à Berlin, donc on anticipe que à la fois Philippe Latombe, mais aussi la ministre ne soient pas présents, et donc il n'aura pas été adopté le 18 novembre. Lorsqu'il sera adopté par l'Assemblée nationale, nous sommes en procédure accélérée, ce qui veut dire qu'on réduit le débat parlementaire.
Cette procédure accélérée a déjà pris 16 mois, un peu moins, 14. Mais lorsque on adoptera le texte, il y aura ce qu'on appelle la commission mixte paritaire parce que le texte adopté par l'Assemblée et le texte adopté par le Sénat n'est pas le même. Comme il y a des différences, il va falloir un dernier round de négociation. Et donc, on peut espérer, soyons optimistes, on peut espérer que pour la fin de janvier, ça puisse être adopté. Se posera alors la question des décrets. Voici ce qu'on a fait. On n'a pas rien fait, mais on ne le fait pas assez vite, on ne le fait pas assez fort. Cela étant dit, on fait aussi comme on peut, et il semblerait que le texte ne soit absolument pas prioritaire face à d'autres sur la sécurité, sur la défense, sur l'énergie, sur le pouvoir d'achat, sur tous ces sujets-là qui, de mon point de vue, sont absolument prioritaires, mais il y a des textes qui conditionnent les autres. Et je pense que ce texte est éminemment important. Donc voilà sur le premier chapitre. Je ne sais pas si on prend des questions, Benoît, ou si je déroule. Je peux poursuivre. Alors, je te propose de dérouler. Moi, je me permettrai de t'interrompre si jamais il y a des questions. Et donc, aujourd'hui, que sait-on de ce texte et est-ce qu'on peut anticiper finalement cette arrivée de Nice 2, même si on n'a pas le texte définitif? Et je me permets, moi, une question à l'auditoire, c'est qui est ici concerné par Nice 2 au premier chef, qui pense l'être en tant que fournisseur supply chain en anglais d'une manière générale. Alors, je n'ai pas prévu de sondage, hein, donc je vous invite à mettre vos réponses dans le chat. Et si la réponse est je ne sais pas, ben, vous êtes au bon endroit d'une part, et d'autre part, je vous invite à aller sur Mon Espace Nice 2, qui est un site du gouvernement, qui vous permettra de remplir un certain nombre de questions et ainsi de savoir si vous êtes soumis à Nice 2. D'ailleurs, Sébastien, pour Nice 2, quel est le mode pour savoir si on est soumis ou pas à Nice 2? Est-ce qu'on va recevoir une lettre du gouvernement? C'est une excellente question. Il y en a beaucoup dans ce que tu as dit, donc je vais répondre aux questions et ensuite je vais reprendre le fil. Il faut savoir que Nice 2 élargit aussi le spectre des entités concernées et que pour la France, on estime, c'est une estimation, qu'on passe à 15 000 entités concernées. La difficulté qu'a l'ANSSI et qu'a le secteur public, c'est l'identification des gens et des organisations qui sont concernées par par ce texte. Et non, il est très fortement probable que vous ne receviez rien et que ce soit à vous de vous déclarer. Premier élément. Je parle aussi d'un point de vue, enfin, il n'y a aucune certitude puisque le texte n'est pas adopté, mais c'est quand même ce vers quoi on tend. Merci d'avoir signalé le site de l'ANSSI, puisque c'est en passant par cette auto-évaluation que vous allez savoir si vous êtes soumis à Nice 2 ou pas. Cela étant dit, comment on anticipe et avec ou sans Nice 2? Ce qui, moi, m'interpelle, c'est qu'aujourd'hui, on a des réglementations qui arrivent pour nous forcer à faire des choses dont on savait qu'elles devaient être faites. Euh, et c'est ce qui nous pend au nez. On est dans une réflexion, nous, chez Cyber Task Force, en ce moment, à se poser la question de savoir si on ne va avancer en cyber qu'avec des lois et avec des sanctions. Ce qui nous pose un problème par ailleurs en tant qu'entreprise, parce que nous aussi, nous sommes une entreprise comme vous, et moins on a de réglementation, mieux on se porte. Cela étant dit, sur la cyber, c'est éminemment stratégique. On parlait tout à l'heure d'espionnage, et donc vraisemblablement, comme les entreprises voient la cyber comme un coût et non pas comme un investissement, du coup, elles ne le font pas, et on est obligé de sortir le bâton, parce que finalement, il y a très peu de carottes, quoique on puisse jouer sur le double sens de ce mot. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'il reste à décider? Il reste à décider la liste des entités essentielles ou importantes qui vont être assujetties, sachant que la supply chain est concernée par Nice 2. Donc, l'une des grandes questions qui traverse le texte, c'est qui va payer? Qui va payer ces investissements? Donc, la liste des entités qui est essentielle, qui est important, et ensuite autodéclaration. Les seuils précis qui vont être appliqués, le calendrier de mise en conformité, les modalités de supervision, de contrôle et de sanction par l'ANSSI,
Ce qui est l'un des débats, hein, parce qu'on se pose la question de savoir, en tous les cas d'un point de vue secteur privé, si celui qui qualifie, celui qui réglemente et celui qui sanctionne doit être la même institution ou pas. Ce serait dommage que l'ANSSI se retrouve dans la position de la CNIL qui finalement est à la fois le régulateur et celui qui impose les sanctions. Et donc du coup, personne ne voulait lui parler. Ça a beaucoup changé à la CNIL, mais pendant une bonne dizaine d'années, c'était un peu la position du secteur privé. Moins je parle à la CNIL, mieux je me porte. En cyber, c'est pas possible. C'est un travail d'équipe. Donc, ce serait plutôt bien que ces sanctions soient décorrélées du rôle écosystémique de l'ANSSI. Et puis, comment on articule NIS 2 avec les autres textes et notamment DORA. Si on s'intéresse à l'anticipation, moi, je crois qu'il y a quand même des choses simples à faire. Et là, je parle pas des grands groupes parce que les grands groupes sont si cybersécurisés, ont une ampleur telle que de toute façon, ils ont pris des mesures, mais je parle des TPE et des PME. Celles qui n'ont pas le temps de gérer 10 prestataires informatiques, celles qui ne comprennent pas les EDR, XDR, les Jack Deal, tout ce jargon qui fait qu'un expert cyber paraît impressionnant, mais qui fait aussi qu'il ne vend pas à la fin, puisque le client n'est pas en capacité d'acheter. Si aujourd'hui, vous avez un antivirus, un contrôle un gestionnaire de mots de passe, 3 sauvegardes, 2 en ligne et une déconnectée, et finalement les 10 mesures de l'hygiène cyber proposées par l'ANSSI, il y en a même 42, bah vous avez fait déjà un grand chemin sur la conformité NIS 2. Il vous restera probablement un certain nombre de logiciels et de produits à acheter, à déployer. Cela étant dit, vous aurez quand même déjà une bonne base. J'ajoute, et ça c'est hyper important parce que nous on le voit venir, on verra, c'est finalement EZ qui a une partie de la réponse, hein, mais ce qui est certain, c'est que quand ces obligations seront légales, le marché sera légal. Vous n'aurez plus le choix d'acheter. Et quand on n'a plus le choix d'acheter, il y a un mécanisme assez naturel qui se met en place et on appelle ça la hausse des prix. Donc, il nous reste déjà à définir le périmètre de la loi, à savoir qui va être concerné et qui ne va pas l'être. Cela étant dit, de toute façon, tout ça devrait nous emmener jusqu'en 2028, puisque l'ANSSI recommande un délai de 3 ans pour la mise en conformité. Je vous le dis tout de suite, en 2028, on aura NIS 3. Et ce sera un règlement cette fois. Donc, on peut prendre le temps ou on peut anticiper. Là, c'est chaque entreprise qui voit un peu sa stratégie, mais sachez qu'il n'y aura pas de pas vu, pas pris, parce que les criminels, les attaquants, ne se posent pas la question de savoir si vous êtes protégé ou pas, qui vous êtes, etc. Ils attaquent en volume. Je mets de côté l'espionnage. Ils attaquent en volume. Donc, si votre collaborateur, votre collaboratrice n'a pas eu une formation, d'une part, et en plus n'a pas les outils de base sur les mots de passe, sur les sauvegardes, il cliquera parce que l'erreur est humaine. Et c'est pas grave de faire une erreur. Par contre, si vous l'avez équipé, outillé, formé, il sera votre première défense. Donc voilà, moi je vous encourage à ne pas attendre la loi, à faire déjà vos devoirs, comme on dit en bon français. Et une fois que vous aurez fait vos devoirs, vous verrez que l'examen sera vachement plus simple en fait. Ok, merci, c'est très clair. Moi, j'ajouterais effectivement que les 42 règles de l'hygiène, d'hygiène de l'ANSSI sont le minimum, bien entendu. Et je mettrai un petit point, mais on le verra aussi avec Grégory, sur les solutions EZ. Pas que les nôtres, mais les nôtres en particulier, parce qu'elles sont au cœur du système d'information, en étant ce qu'on appelait avant l'antivirus et l'EDR, un point central qui va permettre de répondre à un certain nombre d'exigences. Grégory nous fera le détail tout à l'heure. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que
un peu comme avec Excel. Alors, si on dit qu'on utilise en tant qu'utilisateur lambda 5, 10 ou 20% d'Excel, je pense que des solutions de type EZ, on va plutôt en utiliser peut-être dans les 60 ou 70%. Mais en tout cas, les 30 ou 40% qui restent sont bien souvent gratuits. Vous les avez au sein de vos solutions. Donc, un petit peu de formation, un petit peu de discussion avec les équipes de Grégory et vous pourrez passer à un niveau au-dessus. Et le tout sans investissement particulier, supplémentaire. Et effectivement, on l'a vu dans le chat, quelqu'un dit c'est notre cas, pas de moyens et pas de professionnels compétents. Alors, nous, on a à cœur les partenaires, la distribution. Hein. On a à peu près 3500 partenaires sur le territoire français. On sait aussi que ces partenaires ont des niveaux de maturité en cyber qui sont différents, qui sont inégaux. Et c'est pour ça qu'on les accompagne. Donc, je vous invite à vous rapprocher des équipes chez nous qui pourront vous détailler ce que l'on peut faire à côté du partenaire pour faire en sorte que si le partenaire n'a pas encore une compétence cyber, eh bien, on puisse venir le seconder. Et ça c'est souvent ce que l'on appelle le MDR, donc Managed Detection and Response, qui veut dire qu'on va apporter des services de surveillance, d'installation, etc., aux côtés du partenaire pour pouvoir l'aider à vous servir le niveau qui est attendu, comme tu disais Sébastien. Si on a... Vas-y. Oui, parce que du coup, je me suis permis de regarder dans le chat et je vois qu'on a des questions sur les collectivités territoriales qui sont une question hyper importante. J'aimerais jump in sur le point. D'un point de vue cyber, il n'y a pas de différence entre une PME et une collectivité. C'est une question de taille. OK. D'un point de vue institutionnel, il y a une vraie différence. Il est en conversation, il est en discussion. Le point de savoir si on exclut les collectivités de NIS 2, c'est clairement sur la table, comme on l'a fait avec le RGPD. Et je peux vous dire que je fais partie des gens qui luttent contre ça. C'est un problème. En cyber, on a toujours le niveau général du maillon le plus faible. Premier élément. Deuxième élément, les collectivités sont des proies de choix. Je vois dans le chat qu'il y a une question de moyens et de compétences. Et c'est évident. La secrétaire de mairie qui est en part-time sur 3 mairies, elle n'a pas envie d'être embêtée avec gérer 120 mots de passe. C'est pas son taf. C'est déjà compliqué. Cela étant dit, c'est pas parce que c'est compliqué qu'il faut pas le faire. Premier élément. Deuxième élément, le maire porte une responsabilité générale de sécurité. Donc, à un moment, ça peut lui tomber dessus, lui. Troisième élément, c'est pas parce que il n'y a pas d'argent qu'il faut pas en trouver. Et malheureusement, il va falloir solliciter le budget et l'argent public pour apporter aux collectivités les budgets nécessaires à leur cybersécurité, parce qu'on est au cœur du réacteur et au cœur de la démocratie. On parle de la continuité des services publics. Si vous parlez avec un maire qui a subi une attaque, il vous dit tout de suite, premier problème, comment je paie les agents? Premier problème, la vie des gens, le quotidien. Je ne peux plus payer les gens. Deuxième problème, comment j'assure les services publics de niveau 1? La cantine, faire manger les enfants. Alors bien sûr, ils vont manger, mais à un moment, il faut facturer, etc., etc., etc. La ville d'Angers a un peu brandé le truc en disant c'est le 2-2-2. 2 jours sous énorme pression, 2 mois à évaluer le travail et 2 ans pour recovery, pour retrouver une activité normale. Donc les collectivités sont par défaut toutes concernées dans la directive. Et dans la loi, on se pose la question de savoir si elles vont l'être ou pas. La tendance qui semble se dégager et que, à titre personnel, je soutiens, ce serait que les intercos, qui sont déjà le lieu de la mutualisation des réseaux, puissent porter la cybersécurité du quotidien, ce qui permettrait aux petites communes de ne pas avoir à prendre ceci en charge en plus. Voilà ce que je voulais apporter sur les collectivités et raison pour laquelle vous ne l'avez pas encore sur NIS 2, puisqu'il n'est pas encore certain qu'elle soit exclue ou pas. Je pense quand même, je sais que le rapporteur général ne souhaite pas qu'elle soit exclue. Je sais aussi que les sénateurs, dont les clients sont les maires, hein, puisque ce sont eux qui votent pour eux, sont assez sensibles à la question des collectivités. Je vais vous partager, je finis avec ça, une remarque très personnelle, mais
si on arrivait à mettre un peu de cohérence entre tout ce qu'on est en train de faire, ça serait utile pour rendre le sujet lisible. Quelle est l'articulation entre la gendarmerie nationale au niveau local, les CICERT régionaux, les campus cyber et la politique de l'ANSSI? Euh, Là, pour le moment, on a des silos qu'on juxtapose pour essayer d'apporter une réponse, mais qui n'est pas global by design. Elle s'additionne. Donc voilà, les collectivités, beaucoup tombent, beaucoup. Elles détiennent nos vies. Les données les plus sensibles que j'ai, elles sont à l'hôpital d'un côté et à la mairie de l'autre. Et force est de constater qu'elles sont les premières victimes depuis maintenant 5 ans. Tout à fait. Merci, merci beaucoup Sébastien pour cette présence. Je sais que tu as un agenda qui est très chargé. On va te libérer très rapidement. Je te propose de faire un petit tour une dernière fois dans le chat et dans les questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ici. Sébastien, tu pourras y répondre. Voilà, je vois que effectivement, on a un certain nombre de remarques sur ce qui concerne les intercommunautés, communalités, sur les mairies. Bon, moi, je te rejoins dans la notion de mutualisation. C'est quelque chose qui va être primordial pour les petites et les moyennes entités, organisations, et c'est certainement ce qui va leur permettre de faire face, tu le disais effectivement, d'avoir une gestion au quotidien par un échelon peut-être supérieur, et puis un avancement sur des sujets spécifiques en fonction de la mairie ou de l'interco. C'est quelque chose d'ailleurs que l'on voit assez régulièrement. J'étais au Coter numérique la semaine dernière ou il y a 2 semaines, et ce sont effectivement des sujets. La mutualisation est quelque chose qui prend bien forme. Si vous ne connaissez pas le Coter numérique, je vous invite à y aller, à y adhérer. À la fois les discussions et les retours d'expérience sont passionnants, et il y a aussi des outils qui sont mutualisés et ou des prix qui sont négociés. Voilà, donc si vous ne connaissiez pas le Coter numérique, allez-y, c'est très utile. Ok, bon, on a fait le tour des questions. Sébastien, il me reste à te remercier pour ta présence. Je te souhaite une excellente fin de journée, j'ai l'impression que ton intervention a tout à fait passionné ceux qui sont là aujourd'hui, et je pense que je te reproposerai de nous accompagner prochainement. Quand Avec ça va. plaisir, merci de m'avoir. Je suis toujours disponible et j'aime bien l'exercice. Je vois effectivement que ça réagit et donc je vais peut-être finir par une note d'optimisme. La bonne nouvelle, c'est que nous, secteur privé, vendeurs de solutions et de services cyber, et vous, consommateurs et DSI, RSSI, on est dans la même équipe pour convaincre celui qui doit faire de faire. Donc, je vous souhaite de bons échanges. N'hésitez pas et vraiment approche équipe de rugby. Hein, il y a les piliers, il y a les avancantes. S'il vous plaît, appelez-nous et on essaiera de vous aider autant qu'on peut. Merci à tous. Merci beaucoup Sébastien, excellente fin de journée, à très bientôt. Au revoir. Je vous propose d'enchaîner, c'était passionnant, on a un petit peu dépassé le temps qu'on avait prévu pour cette première partie, et donc on va avec Grégory vous dresser une liste de solutions que l'on pense apporter pour Nice 2. Un bref récapitulatif sur Nice 2, plutôt maintenant dans son contenu. Il y a 7 domaines, et ces 7 domaines sont bien entendu des domaines qui sont à la fois théoriques et d'autres qui sont plutôt pratiques. Je vous mets ici une liste rapide d'éléments qui permettent de répondre à ces domaines. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous pourrez accéder à ce replay et faire une pause si besoin de zoomer sur cette partie-là. On a l'habitude de voir la cybersécurité sous 4 piliers que sont prédire, prévenir, détecter et répondre.
auquel on va ajouter un cinquième pilier qui est bien entendu, et avec le RGPD, NIS 2, DORA selon son secteur d'activité, la conformité. Et tout ça a un objectif, peut-être qu'on ne l'a pas assez dit avec Sébastien, mais c'est la résilience. La résilience face aux aléas, mais également face aux cyberattaques qui sont celles qui nous ciblent. Et NIS 2 vient bien compenser ou en tout cas alerter, renforcer notre résilience face à un contexte à la fois géopolitique mais également financier, parce qu'on sait que les cybercriminels sont bien entendu motivés par l'appât du gain. Grégory, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, et présenter tes équipes et ce que vous apportez, vous, aux prestataires et aux clients qui sont les nôtres? Ouais, bonjour à tous, merci Benoît. Donc moi je suis Grégory Zrati, directeur des services et supports chez EZ France. Et mon rôle est d'accompagner mes équipes de support, mes équipes d'avant-vente technique et mes équipes de cyber à répondre à toutes vos demandes clientes, toutes vos demandes d'amélioration continue, de vos demandes de renfort par rapport à la cyber. Et mon rôle, c'est vraiment de trouver un équilibre entre votre sécurité, vos budgets et après aussi votre productivité, puisque toutes les règles qui sont mises en place aujourd'hui, toutes les normes qu'on essaye de mettre en place, évidemment, c'est pour renforcer la sécurité. Mais tout ça, il faut absolument que ça rentre dans un budget qui vous est propre et aussi que ça rentre dans votre productivité, puisque le but, hein, c'est pas de bloquer votre travail quotidien et le travail quotidien de vos utilisateurs. Très bien, merci beaucoup. On a un petit message qui dit que le son est un peu faible. Si tu pouvais juste augmenter ton micro, merci. Voilà. J'ai vu qu'il... Parfait. J'ai vu qu'il y avait une question aussi qui dit quand aurons-nous la liste des entités essentielles et importantes et comment appliquer le principe de proportionnalité. Là, pour savoir quelles sont les entités essentielles et importantes, il y a plusieurs critères. Je vous invite à aller sur mon espace nis2.cyber.gouv.fr. C'est là où vous aurez le fameux questionnaire qui vous permettra de savoir si vous êtes ou non soumis à NIS 2. Je vous disais, dans NIS 2, vous l'avez vu là sur les sept sections, il y a un point qui est important. Le premier, c'est la gouvernance et la formation. Comme le disait Sébastien Garnaud et comme on le recommande, la base pour avancer, ce sont bien ces 42 règles d'hygiène de la part de l'ANSSI. Si vous avez déjà réalisé toute cette montée en maturité, que vous avez déployé ces solutions et ou ces principes, eh bien vous êtes déjà sur un bon niveau, en tout cas certainement un niveau qui est au-dessus de la moyenne. Et ce qu'on appelle la gouvernance, c'est bien le fait, et on l'a vu dans les commentaires, c'est pas facile, c'est bien le fait d'aller chercher des budgets, définir des responsabilités, tracer un cadre et une route. Et le premier élément qui vient après cela, généralement, eh bien, c'est celui de la formation. Alors, on peut former les utilisateurs, Sébastien l'a rappelé, effectivement, ça va être notre premier maillon à partir du moment où il est bien formé, avoir des simulations d'hameçonnage, avoir tout un tas de sensibilisation à la cyber. Maintenant, je pense qu'il faut quand même passer à un niveau supérieur. Et pour moi, ce niveau supérieur, c'est celui de la préparation de l'entité dans son ensemble. Pas uniquement les utilisateurs en disant, tiens, regarde, ça c'est un email d'hameçonnage. Mais bien se préparer face aux crises qu'ils peuvent subir. Pour faire en sorte que chacun sache comment réagir et surtout que l'on ait, en ayant réalisé cette préparation, ce scénario fictif, eh bien, découvert des zones d'ombre qui vont nous permettre, le jour où cela va vraiment arriver, eh bien de faire face. Et là, vous avez une sensibilisation, une formation qui est gratuite, qui s'appelle SensiCrise, qui a été développée par un certain nombre d'institutions telles que Cybermalveillance. Et quand vous allez prendre ces supports et jouer ces supports au sein de votre entreprise, eh bien, ça va non pas uniquement de manière théorique vous dire, bah tiens, il faudrait faire ça, et alors quels sont les actifs que l'on va remettre en production en premier. Là, vous allez vraiment passer la théorie à la pratique et ça va vous permettre de passer à un niveau supérieur, d'être encore mieux préparé le jour où ça va arriver. Et ça me rappelle deux éléments. Le premier, c'est qu'on l'a fait en France, avec Rempart, qui a été coordonné par l'ANSSI, et on le fait aussi au niveau européen et international avec LogShield, et EZ participe à ces exercices, notamment LogShield, qui sont des exercices à l'échelle internationale pour simuler une attaque de grande envergure sur un continent.
Deuxième point, et Grégory, je vais te laisser la main sur ce point, c'est la cartographie. Et alors, en ce qui concerne la cartographie, comment est-ce qu'on va pouvoir aider les entités qui sont nos clientes à faire cette cartographie? Euh, oui, effectivement. Dans notre volonté d'accompagner les clients dans leur cyber, EZ, avec 30 ans d'existence, a pu avoir un certain retour d'expérience et elle n'attend pas les normes, les nouvelles normes et les nouvelles lois et tout ce qui peut arriver autour de la cyber, a déjà euh, enclenché depuis un petit moment le travail et a un principe assez simple, comme beaucoup d'autres éditeurs évidemment, mais on a une console qui va centraliser toutes les informations et qui va aussi vous permettre d'avoir un retour très rapide sur ce qui peut se passer sur votre parc et comment vous pouvez le piloter la cyber de votre parc. Donc, au-delà d'une console d'administration simple, il y a beaucoup de mécanismes qui sont intégrés dans nos consoles d'administration pour justement vous permettre d'automatiser des choses, d'avoir des rapports très clairs et concis, et tout ça sur des retours terrain. Donc, on ne fait pas du brainstorming au sein de notre HQ, de notre maison mère, et puis on réfléchit tout seul. Il y a vraiment tout cet aspect d'écoute du terrain, que ce soit EZ France, que ce soit EZ dans le monde, pour justement avoir des retours d'informations et des retours d'amélioration qui sont essentiels à votre sécurité. Et un dernier point là-dessus, c'est que on a une volonté assez claire chez EZ en tant qu'éditeur européen. On veut maîtriser nos solutions. Donc, toutes les solutions, tout ce qu'on vous apporte en termes de cyber, tout ce qu'on va vous donner comme fonctionnalité sont vraiment développés par EZ et sont maintenus par EZ. Donc, on ne va pas avoir de tierces non plus ou racheter des modules. On développe l'intégralité de ce qu'on fait pour justement vous assurer qu'on maîtrise ce qu'on fait. Très bien, et c'est un point qui est important parce que dans Nice 2, il y a un élément essentiel qui est la gestion des fournisseurs, les supply chains. EZ veut, comme beaucoup, prouver à quel point il s'investit dans la cybersécurité et notamment au travers de plusieurs certifications. ISO 27001, donc ça nous montre à quel point nous prenons en compte eh bien, le management de notre système d'information et de sa sécurité. Et pour les produits en particulier, notamment ceux qui sont dans le cloud, ceux-ci sont certifiés ISO 9001. De la même manière, ça garantit un haut niveau de sécurité et en tout cas de prise en compte de la cybersécurité dès la conception et bien entendu dans la gestion du développement en continu. Et au troisième point important, pour tout ce qui concerne les données personnelles, eh bien, nous sommes également certifiés SOC 2. Et ça, c'est un point important qui vous concernera. J'ai vu dans les commentaires qu'il y avait certaines entités qui étaient des prestataires de services. On ne sait pas encore à quelle sauce les prestataires de services vont exactement être mangés. Pour autant, ce qui est sûr, c'est que on va devoir montrer patte blanche et faire en sorte d'être nous-mêmes eh bien, au plus haut niveau de la cybersécurité lorsque l'on va s'adresser à des entités qui seront elles-mêmes soumises à NIS 2. Donc à suivre dans le texte final. On passe à un autre pilier de cette nécessité, c'est la protection. Grégory, je vais te laisser la main sur cet élément. Oui, alors sur la protection, évidemment, j'ai pas envie de dire qu'on n'a plus rien à prouver, mais encore une fois, EZ est vraiment installé sur le marché et numéro un en Europe, justement, en termes de protection, en termes d'accompagnement de nos clients. Ce qui est important, c'est de voir le spectre qu'on va donner pour justement répondre à toutes ces exigences européennes qui sont très importantes au final. Alors, on l'a vu hein, dans la présentation de Sébastien, il y a des contraintes, il y a des choses qui vont arriver, mais ça reste essentiel dans la sécurité. Et tout à l'heure, on voit, je regardais le fil de discussion, on parlait de budget, on parlait de manque d'effectifs, etc. Déjà, d'avoir une solution unique pour tout ce que vous voulez faire et pour être aux normes, c'est déjà très important. Là, ici, on voit que on va vous apporter la gestion des correctifs, donc de ne pas avoir un outil tiers pour gérer les vulnérabilités, pour gérer le scan des CVE, etc., ou pour pouvoir appliquer des correctifs. On l'intègre dans nos solutions. Vous allez avoir aussi de l'EDR qui va être intégré. Donc tout ça, c'est un écosystème unique, ce qui vous permet comme ça d'être plus facilement en termes de connaissances et de pas
devoir avoir plusieurs personnes pour gérer plusieurs choses. Il y a le chiffrement des données aussi qui est intégré dans nos consoles. Donc voilà, on essaye de vraiment euh, créer un écosystème autour de votre SI pour justement vous protéger et vous faciliter le travail. On parle aussi du déploiement. Un déploiement des outils EZ aujourd'hui a été travaillé d'une certaine façon pour que ça soit le plus simple possible pour vous. Et pareil aussi, on ne s'arrête pas que à votre parc informatique, puisqu'on va aussi avoir des solutions EZ qui vont venir protéger vos tenants 365 ou Workspace, qui aujourd'hui fait partie intégrante de votre SI, hein, puisque plus on avance dans le temps, plus on avance dans la modernisation du SI et plus on commence à réfléchir au cloud et surtout à des tenants 365 pour éviter d'avoir des surfaces d'attaque multiples sur votre parc et de devoir vous-même maîtriser ces surfaces d'attaque-là. Très bien, merci, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous toucher quelques mots, s'il te plaît, sur la partie gestion des vulnérabilités et à quel point c'est important? Alors, la gestion de vulnérabilité et des correctifs, c'est important puisque aujourd'hui, on a une vision EZ qui est assez simple. Il y a deux écoles. Il y a l'école de il faut que je sache où sont mes vulnérabilités. Donc, on va vous intégrer un scan de vulnérabilité. On va scanner les applications qui sont installées sur votre parc et on va vous remonter les failles CVE qui pourraient être exploitées. Ça, c'est très important pour avoir une idée de où sont vos failles. Maintenant, on va aussi intégrer le patch management, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir patcher vos applicatifs, en tout cas en les mettant à jour et en mettant une version qui est moins touchée par des CVE. Et donc, ces deux modules-là sont très importants puisque finalement, vous pouvez vous dire, bon, là, certaines applications de ce type-là, je ne peux pas la modifier la version puisqu'elle fonctionne avec mes applications métiers ou je n'ai pas la capacité de le faire comme ça. Au moins de savoir et de scanner, de savoir où est-ce que vous êtes vulnérable, vous permet de réfléchir autrement. Et ensuite, vous avez la possibilité derrière, à travers cette fonctionnalité-là, eh ben, d'avoir une véritable cartographie. Tout à l'heure, le mot a été utilisé aussi, mais la cartographie est très, très importante pour pouvoir se dire comment je vais pouvoir faire autrement. Et donc, finalement, de l'avoir dans une seule et même console et sans avoir une fonctionnalité tierce, c'est déjà aussi très important puisque ça rentre dans l'écosystème EZ. Je vais prendre la question tout de suite. Donc, voilà, bon, bah, Eric a répondu. Donc, c'est uniquement sur le cloud, évidemment. Donc, il y a aussi cette partie-là où EZ propose des environnements différents comme le on-prem, donc installé chez vous, ou alors le cloud. Et donc, vous avez certaines fonctionnalités que vous avez d'un côté et pas de l'autre. Et ça vous permet comme ça aussi de peut-être vous orienter plus vers le cloud ou de garder en on-premise. Vous avez vraiment le choix d'utiliser les deux. Merci beaucoup. On va arriver à la fin de cette présentation. On avait énormément de slides à vous Oui. partager. Je te propose, Grégory, de faire un tour d'horizon à la fois des services, des solutions, peut-être de la cyber threat intelligence aussi, et de cette connaissance de la menace, et en dernier lieu, des interconnexions nécessaires pour pouvoir assurer une vision globale. Et voilà, je te laisse présenter Ouais. cette planche. Je vais présenter ça, mais je vais juste prendre 30 secondes avant. Les problématiques que vous avez de vision de la direction générale, de vision très haute, hein, du coup, de l'informatique, effectivement, quand on regarde un admin système et réseau, c'est celui qui est capable de tout faire. C'est celui qui est capable de modifier des machines, qui est capable de faire des scripts de PowerShell, etc. Bref, qui est capable de tout faire dans un SI, de tout contrôler. Ce qui est important, et c'est ça le premier pas, c'est comment mettre en avant que la cybersécurité est importante. Et ça, vous avez la possibilité de le faire avec des pentests, vous avez la possibilité de le faire avec des campagnes de phishing qui sont vraiment très importantes. Benoît en a parlé tout à l'heure, mais finalement, montrer la problématique, c'est déjà en prendre connaissance et de se sentir concerné. Puisque je l'ai vu tout à l'heure dans le chat, et c'est vrai, et j'en suis confronté, puisque je parle beaucoup à nos partenaires, à nos clients, euh, comment mettre en avant qu'on est vulnérable. Puisque tant que je n'ai pas la possibilité de le mettre en avant, c'est-à-dire tant que je n'ai pas eu d'attaque, c'est très compliqué pour moi de montrer ma vulnérabilité. Et donc,
là-dessus, il faut vraiment prendre des phishing pentests qui ne sont pas non plus des coûts astronomiques et qui vont permettre comme ça de mettre les briques au fur et à mesure et ensuite de pouvoir y répondre à travers nos solutions. Et c'est là où j'en viens sur cette fameuse cartographie et c'est là-dessus que je pense qu'on va ensuite arrêter notre présentation puisqu'on va rester dans les temps. Ce qu'il faut bien voir là-dessus et dans cette petite slide-là, dernière slide, c'est qu'EZ veut vous apporter en un seul éditeur, veut vous apporter tout ce que vous avez besoin. D'un côté, vous avez les solutions. Donc, on développe nos solutions. Vous avez du double facteur, du chiffrement de disque. Vous avez la fameuse sandboxing cloud. Vous avez le scan de variabilité. Vous avez la protection des endpoints. Vous avez de l'EDR, de l'XDR pour justement continuer. Vous avez la sécurité du 365. Tout ça développé par EZ. Donc, toutes nos solutions vont répondre à ces normes, vont répondre à votre sécurité et vont vous apporter toute la sécurité. Le fait, encore une fois, d'être sur un éditeur vous permet de ne pas démultiplier vos connaissances et de ne pas élargir vos connaissances plus que ça, puisque finalement, vous restez sur une logique éditeur, ce qui est très important. Et puis derrière, on a les problématiques et on les connaît. Le fameux RSI ou le fameux admin qui doit s'occuper de tout et en plus qui doit s'occuper d'aller travailler sur de l'EDR, qui doit s'occuper de travailler sur des indices de compromission, qui n'est pas forcément son métier, puisqu'aujourd'hui, on a vraiment des métiers différents entre des ingénieurs cyber ou des ingénieurs système et réseau. Donc, c'est vraiment des métiers différents. Et c'est là où EZ, du côté service, va vous accompagner aussi. On va vous accompagner. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a des équipes en interne qui travaillent dans mes équipes, des équipes de cyber qui sont dédiées à ça, qui vont vous accompagner sur le pilotage et le management de votre DR et vous enlevez cette tâche finalement de surveillance quotidienne, de monitoring et va seulement vous alerter quand vous en avez besoin. Et à côté de ça, vous avez des transferts de compétences, puisque c'est très important de maîtriser ce que vous faites et de comprendre l'écosystème où vous vous trouvez. Et on va jusqu'au déploiement et upgrade, où on va justement vous accompagner sur le déploiement pour aussi, encore une fois, vous prémâcher ça. Et de toute façon, et vous l'avez compris, c'est EZ France qui va vous délivrer ça ou un partenaire certifié. Et donc, vous avez cette possibilité de très rapidement prendre la main sur l'outil, très rapidement vous dire, bon, ma sécurité, je la donne à des experts qui en plus maîtrisent leurs propres solutions, puisqu'encore une fois, c'est ça qui est très important, c'est que mes ingénieurs cyber ne travaillent pas sur d'autres solutions. Ils sont concentrés sur EZ et vont travailler sur EZ. Et le dernier point, et je termine là-dessus, évidemment, on ne s'enferme pas dans notre écosystème. On ne reste pas sur notre propre écosystème. On va aussi faire des intégrations et des plugins pour que vous puissiez aussi, si vous avez d'autres outils comme des syslog, des SIEM, des SOAR en interne, des RMM, etc., toutes solutions qui peuvent tourner autour de la cyber, eh ben, on est ouvert aussi à ça pour justement que vous puissiez consolider vos informations aussi. Donc, voilà, on essaye, EZ, avec tout le retour d'expérience et le fait qu'on soit européen, on essaye d'être aux normes, on essaye au maximum de répondre aux besoins des clients et tout ça en gardant notre ADN qui est on veut maîtriser de bout en bout la chaîne parce que si on ne maîtrise pas de bout en bout la chaîne, il pourrait y avoir des soucis parce qu'on pourrait très bien dire non, c'est pas de ma faute, c'est de sa faute, etc., etc. Donc on ne veut pas être dans ce mode-là. Merci beaucoup Grégory. Il nous reste quelques minutes. Je vous invite à poser vos questions si vous en avez. Merci à tous en tout cas pour vos commentaires et votre participation active à cette présentation. Nous sommes ravis de l'avoir déroulé devant vous. N'hésitez pas à continuer les échanges avec les équipes EZ, à la fois les équipes techniques, mais bien entendu les équipes commerciales. Nous allons, au vu du succès de l'intervention et de l'intérêt qu'il représente, certainement reconvier Sébastien Garnaud lorsque la situation aura été débloquée ou avancée côté application législative. Donc voilà, restez connectés et avec nous. Et je vous remercie encore une fois. Je vous dis à très bientôt. Excellente fin de journée. Grégory,
Eric, Je vais juste prendre une Romain, question, vas-y, Benoît, juste parce que du vas-y, je t'en coup, prie. il y avait une question sur nos intégrations de type Jira, Cockpit pour du SOC. Oui, vous avez la possibilité d'alimenter un Jira pour faire des créations de case et ensuite traiter votre création de case dans ce Jira. Vous avez toutes ces possibilités-là. On a des API qui sont faites pour ça aussi. Donc, vous avez cette possibilité-là. Moi, je vous invite vraiment, et je finirai sur ça, à nous contacter, à tester nos solutions, puisque c'est très important de voir ce qu'on est capable de faire. Donc, vraiment, je vous invite à nous contacter, tester nos solutions, et on vous accompagnera aussi dans votre avancée step by step, parce que vous n'êtes pas obligé non plus d'avoir toutes nos solutions d'un coup. Nous, on est là aussi en mode projet, de vous accompagner step by step sur l'écosystème EZ. Oui, et alors tu fais bien de le dire parce que c'était un point effectivement que l'on voulait soulever. Vous pouvez commencer avec, sur le graphique que tu as montré avec les solutions EZ, vous pouvez commencer avec l'EPP, ce qu'on appelait avant l'antivirus, et puis passer à d'autres couches de protection au fur et à mesure, en fonction des budgets, en fonction de la formation de vos équipes. Je vois une autre question qui me semble aussi très intéressante. Est-il prévu des formations en présentiel? Alors, bien sûr, encore une fois, mes équipes sont en France, donc il n'y a aucun souci pour avoir des formations en présentiel. Ça demande évidemment une petite organisation avec vous et mes équipes, mais on fait les présentations en présentiel, on fait les formations, pardon, en présentiel, on fait les formations en distanciel. Vous pouvez avoir des formations à la demande. Euh, on adapte en fait beaucoup notre programme et vous pouvez avoir aussi, même si vous prenez, je vous le dis comme ça, mais vous prenez 2 jours de formation avec nous, vous n'êtes pas obligé de bloquer vos équipes pendant 2 jours. On peut très bien vous dire, bah, écoutez, on va prendre une demi-journée, on va traiter tel sujet, et puis une semaine après, on prend une autre demi-journée et on traite un autre sujet. On adapte en fonction de vos besoins et en fonction de vos attentes. Donc, il n'y a aucun souci pour le faire aussi en présentiel et en découpage. Parfait, merci Grégory. Et dernière Merci beaucoup. question, je t'en prie. Et dernière question qui est posée. Pourra-t-on revisionner le webinar? La réponse est oui, il a été enregistré. Vous aurez accès, on va vous envoyer un email de remerciement pour votre présence et vous aurez dans cet email un lien. Et je vous invite aussi à consulter notre chaîne YouTube parce que la quasi-totalité des webinars sont mis à disposition sur cette chaîne YouTube, donc EZ France. N'hésitez pas à y aller. Et alors, je vois, super, avez-vous une URL pour s'inscrire une URL pour s'inscrire aux formations ou pour revoir le webinar? Pour les formations, eh ben, dans ce cas-là, on va vous mettre en contact avec votre commercial. Si vous êtes un prestataire informatique, normalement, vous devez connaître votre commercial. Et si vous êtes plutôt un client final, eh bien, on répondra à vos questions et ensuite, on vous mettra en relation avec le prestataire informatique qui vous poussera comment dire, la proposition de prestation, même si c'est nous qui la faisons, on passe par des prestataires. Voilà. Client final, vous passez. Ah, vous passez Pareil. par Edox, bah, c'est parfait. Bon, voilà. Parfait. Pas de. Bah, c'est très bien. Continuez de passer par Edox. Demandez à Edox, dites-leur que vous êtes venu ici en webinar et puis ils pourront vous pousser l'information. Je vois aussi avec le soc élastique. Oui, avec le soc élastique, alors, il y a des bugs, possibilité qu'il y ait des bugs. Oui, il peut toujours y avoir des bugs, mais on a comment dire, une liste assez conséquente de tiers avec lesquels on s'interface, que ça soit, ça peut être par syslog, enfin, il y a beaucoup de connecteurs qui fonctionnent, donc généralement si vous passez par syslog, une fois que vous avez défini les schémas, ça fonctionne très bien. Merci beaucoup pour vos messages d'encouragement, ça fait chaud au cœur. Alors, EZ prévoit bien des initiatives pour former ses partenaires revendeurs, notamment via des forums, des centres de formation agréés, des programmes dédiés. Alors, des centres de formation agréés, je ne crois pas. Par contre, on parlait des docs tout à l'heure, on peut tout à fait passer par eux. Et puis sinon, nous, en direct, avec plaisir, EZ forme ses partenaires. On a également un portail dans lequel il y a un certain nombre de formations en ligne. Et puis, comme le disait Grégory, nos équipes sont en France, on se déplace là où il faut pour aller voir ceux qui ont besoin de formation. On peut vous inviter aussi chez nous. On a un site qui est magnifique du côté de Céris.
on sera ravis d'organiser des formations chez nous pour vos équipes. Vous êtes au Sénégal, eh bien, des formations en ligne, ça sera certainement le plus simple, et sauf si vous avez la possibilité de venir en France, dans ce cas-là, encore une fois, on vous accueillera avec plaisir. Ça fait un peu loin, oui. Ouais. Après, on a un site en Tunisie, des bons partenaires au Maroc. Bon, c'est un peu moins loin. Et un site à Marseille. Alors, à Marseille, on n'a pas de site à proprement parler, mais on a Christian Vigouroux. Christian Vigouroux, qui est notre commercial de la région et qui fait un travail remarquable sur cette région. Et donc, j'imagine que vous le connaissez. Et voilà, n'hésitez pas à revenir vers lui. Il pourra vous fournir toutes les informations nécessaires. Il nous reste à vous souhaiter une excellente fin de journée. Merci beaucoup. Venez. Est-ce que vous faites des formations simulation d'attaque, Grégory? Non, on ne fait pas Red de formation de Team. simulation. Non, on fait pas de formation de simulation d'attaque. On peut vous présenter des partenaires qui le font. On reste vraiment sur notre cœur de métier. On est plus orienté cybersécurité dans le sens où on est plutôt dans le défensif. Et donc, encore une fois, on veut rester sur ce qu'on maîtrise le plus et on ne veut pas s'élargir un spectre et de vendre des choses qui ne sont pas dans notre veine. Donc, on reste, nous, sur l'inverse. Et par contre, on a vraiment des partenaires qui sont capables de vous accompagner sur cette partie-là. Très bien, mais je dirais pas que ça n'arrivera pas. On peut pas le dire, ouais, On peut pas le effectivement. dire encore. On Voilà. peut pas le dire encore, mais j'en sais rien. Mais du coup, l'idée, c'est que pour le moment, on est vraiment dans cette optique-là. Et si on doit ouvrir notre spectre, on le fera avec bonne intelligence et pas pour le faire de façon non professionnelle. Hmm. Très bien. Merci Grégory pour ces précisions. Excellente fin de journée à tous. J'ai l'impression que ça fait 20 fois que je vous remercie d'être venu. En tout cas, c'était un plaisir pour nous d'être à ce web séminaire. Et merci beaucoup, surtout pour vos interactions et vos questions très pertinentes. Toujours un plaisir de participer à ce type d'événement. Excellente fin de journée. À très bientôt. Au revoir.